et un blaireau. Non, c'est trop gros. Salut! Bonjour à tous, Ici Mehdi. et Jean-Baptiste. Nous sommes le 6 mai, qui n'est Ouais. pas que le jour où tu révèles enfin ton prénom à la population de YouTube, Ouais. mais qui est aussi... Le jour de la pimprenelle. Très bien, tu viens de passer de Jean-Baptiste à Jean-Michel Herboriste. Mais pendant ce temps-là, côté actu, il y a Sans Détour qui a décidé de se moquer ouvertement de toute forme d'illégalité, tandis qu'une collaboration scientifique internationale a permis de dévoiler le programme de Laurent Wauquiez. Ils l'ont nommé Trou Noir et lui ont donné le nom de code de M87. Mais on sait très bien que c'est un programme politique de Laurent Wauquiez. Bref, c'est encore la merde dans ce bas monde, mais on va essayer de te faire passer un bon moment. Donc on va parler, comme d'hab, de jeux qui viennent de sortir. De jeux à venir. Et un petit peu d'autres choses en vrac. C'est parti! Allez, je commence par une bonne dose de mignonitude en ce monde de brut. Monstrueusement mignon, par Black Book Edition, vient d'être livré chez les souscripteurs et chez les boutiques qui avaient souscrit. Alors en gros, ce livre c'est quoi? Bah c'est un bestiaire, un peu comme tu peux le trouver pour Pathfinder ou Donjons et Dragons, sauf que les créatures sont décrites ici pendant leur enfance, hein. Donc les manticores, les kobolds, les centaures seront de la partie dans ce nouvel ouvrage. Côté illustration, on est vraiment sur un truc aussi choupinou que très bien à travailler, très bien édité, vraiment très agréable à l'œil encore une fois. En plus de trouver des descriptifs, l'historique de ces créatures, tu vas aussi pouvoir trouver les profils de règles. Donc les règles pour Chroniques oubliées Fantasy, les règles pour Chroniques oubliées Mini aussi, et le profil Héros et Dragons. Tu vas pouvoir voir ça dans le livre directement à la fin, et aussi sur les ex-libris qui ont un verso qui contient ces profils. Et le petit bonus Pokémon, tu vas avoir un indice sur le descriptif de chaque créature qui correspond à la difficulté pour la dresser. Et enfin, c'est livré dans un petit fourreau qui va t'aider à protéger ton bouquin de ses multiples péripéties rôlistes. Bref, un ouvrage très bien fini et qui sera un atout de choix, encore un, décidément, dans la gamme Chroniques oubliées et Héros et Dragons. Choupinou. Choupinou. Et je vais prendre la main pour parler d'un ouvrage de campagne également d'univers de jeu dans Waterdeep, et qui va vraiment en profondeur dans les choses, mauvais jeu de mots, proposé par Wizard of the Coast, c'est Vol du Dragon. Le scénario c'est quoi? On va être en prise avec deux guildes qui cherchent un artefact secret qui s'appelle l'Orbe d'Orlor. Notez le nom qui est très ancien lui également, c'est pas mal daté. Bon, si on prend l'objet en soi, il faut pas avoir peur d'être confronté à quelque chose d'assez classique, parce que la gamme de Wizard of the Coast est quand même extrêmement qualitative. Cette campagne et ce cadre de campagne donc, se passe dans Waterdeep, et l'objectif est de faire jouer des joueurs qui sont à peu près niveau 1 à 5. Donc on salue encore cette volonté de réussir à initier des joueurs à des univers qui ont existé précédemment. Ce qui marque l'esprit pour cette campagne et ce cadre de jeu, ça va être surtout l'aspect modulaire, avec cette volonté de la part des créateurs de proposer la possibilité d'adapter le scénario en fonction de différentes ambiances. Donc si on veut quelque chose d'horreur, si on veut quelque chose d'un peu plus sombre, d'un peu plus clair, d'un peu plus léger, on s'adaptera à la table, et même on pourra changer la némésis qu'affronteront les joueurs. Comme toujours, les illustrations pour la gamme de Wizard of the Coast Donjons et Dragons 5ème édition sont juste splendides. J'attends de voir à la lecture ce que ça donnera. Ok, je reprends la main avec deux nouvelles sorties chez les Doux Singes ces dernières semaines dans la gamme Initiative, à savoir Skull and Bones et Crystal. Alors, t'inquiète pas, j'ai pas 4 ans de retard, hein, c'est bien les formats Initiative, hein, pas les bouquins de base de ces jeux qui sont sortis déjà il y a un petit moment. C'est un format plus court qui fait autour de 30 pages, moins cher, qui fait un poil moins de 10 €, 9,90 si je dis pas de conneries. Le tout bien clair, bien concis, bien présenté et facile à lire pour que tu puisses faire ta partie le soir même ou le lendemain si tu es en galère et que tu souhaites découvrir ce jeu. C'est plutôt bien foutu, mais j'ai un petit problème avec cette gamme de jeux. Est-ce que Skull and Bones était une bonne idée? Skull and Bones est déjà en fin de vie, car le dernier et ultime supplément a été financé il y a quelques mois sur Game on Tabletop. Cela aurait peut-être été plus cohérent à mon sens de le remplacer par des sorties plus récentes comme Cthulhuac ou Abstract Dungeon. Bon après je sais pas ce qu'il en est, question licence et ce qu'ils ont la possibilité de faire, mais c'est vrai que ça aurait peut-être été un peu plus à propos avec ce qui se fait maintenant. Si je comprends bien, en fait, le concept d'initiative, c'est de faire découvrir un jeu rapidement, mais aussi d'initier au jeu de rôle en général, tel que le font pas mal de boîtes d'initiation actuellement sur le marché. Et à l'époque, en fait, avec les jeux au petit format, la collection 6, les collections clés en main, bah, les Doux Singes étaient plutôt performants en la matière pour te donner un truc clé en main assez rapide à faire, à mettre en place, etc. Mais depuis, il y a eu Chroniques oubliées, il y a eu les boîtes d'initiation Star Wars, il y a Ryutama qui est ressorti récemment. C'est peut-être des jeux un peu plus épais, mais qui ont pour leitmotiv de faciliter la prise en main. Est-ce que la gamme initiative va pouvoir se placer parmi tout ça? Je sais pas trop. C'est comme si
En fait, c'est très ressemblant avec ce que faisaient les Douze Singes il y a quelques années. C'est comme si les Douze Singes ignoraient ce qui s'était fait pendant plusieurs années. Et c'est un peu dommage au vu des productions plutôt qualitatives de l'éditeur. Mais l'idée est quand même cool. Et si les Douze Singes arrivent à faire ça régulièrement sur les sorties vraiment récentes, ça peut créer une régularité qui arrivera peut-être à leur faire une petite place sur le marché de l'initiation du jeu de rôle en France. Allez, je reprends la main encore, et je dois vous avouer que le jeu dont je vais vous parler, je ne le connaissais absolument pas avant de faire mes recherches dessus. C'est Polaris. En tant que bon Jean-Michel Medfan, je me suis dit, il serait temps de me prendre en main. Je vais essayer de récupérer un jeu et de me renseigner dessus, un jeu qui ne soit pas médiéval fantastique. Alors qu'est-ce que c'est Polaris et quelle est ma rencontre avec ce jeu un peu quand j'ai regardé l'univers? C'est un jeu de post-apo, un peu science-fiction, dans lequel les populations ne peuvent plus vivre à la surface de la Terre et sont complètement obligées de vivre sous l'eau. Déjà l'univers me plaît et l'ambiance me plaît énormément. Et c'est donc les précommandes de Amazonia et du livre noir de Polaris qui vont arriver dans vos boutiques et chez vous. Amazonia, comme son nom l'indique, ça va être absolument l'adaptation d'un univers type Amazonie, dans lequel on va nous faire mijoter particulièrement dans l'esprit un peu torturé du créateur de ce jeu. Nous verrons ce que Philippe Tessier a dans le ventre et ce qu'il a à nous proposer, je suis sûr que ce sera très bon. Et bien entendu, ce sera complété par Livre Noir, avec tous les secrets de l'univers pour les MJ qui aiment bien faire croustiller leur partie. Et donc je commence par le jeu de Mythic Game, Joan of Arc. Si vous avez vu certaines de nos vidéos au Fige ou si vous êtes allé au Fige, cette année et même l'année dernière, vous aurez sans aucun doute vu sur les tables de jeux de plateau le magnifique jeu de figurines Joan of Arc. Et quand je dis magnifique, c'est que effectivement, il est extrêmement bien léché. Et je parle pas d'un bulldog, je parle ici de la sculpture. Les figurines sont belles, le jeu semble bien marcher et l'univers est complètement cohérent. Avec cette petite pointe de fantaisie dans cet univers très sombre qu'est l'époque de la guerre de 100 ans. C'est donc avec un grand plaisir que l'on apprend que Black Book Edition a été chargé par Mythic Game de faire l'adaptation jeu de rôle de cet univers de Dark Fantasy. Alors moi, il y a par contre un tout petit truc qui va me gêner. C'est que j'ai quand même l'impression que Joan of Arc, c'est une sorte de The Witcher à la française. Je m'explique pour ceux qui lèvent les bras en mode « Non, c'est pas possible que tu dises ça !» Effectivement, on a un univers extrêmement sombre, avec une religion qui est assez prégnante, le développement de conflits à l'échelle internationale et la présence non négligeable de bêtes assez mystiques ou assez cruelles. Franchement, l'ambiance, même au niveau des visuels, me fait penser à The Witcher. Alors j'attends vraiment de voir à la lecture, ça me semble être une très bonne idée de l'adapter en jeu de rôle, d'autant plus que le background semble s'étoffer de plus en plus avec de nombreuses extensions, et qu'on aura l'occasion de faire sans aucun doute des petites transitions entre le wargame, le jeu de plateau, et le jeu de rôle, et même pourquoi pas créer des campagnes qui regrouperont les deux. Je reprends la main avec une énorme et gigantesque news. Catalyst Games et Black Book Edition ont annoncé à quelques jours d'intervalle l'édition prochaine d'une 6e version de Shadowrun, qui sera donc en version anglaise et en version française. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette nouvelle édition? Je vais pas t'expliquer l'univers ici parce que ça serait beaucoup trop long. Je vais tâcher de te filer quelques liens sous la vidéo, histoire que tu puisses savoir de quoi je parle si jamais tu ne connais pas Shadowrun. Alors comme je disais, qu'est-ce qui se passe? Plusieurs choses. A priori, déjà la timeline va bouger jusqu'au début des années 80, les années 2080, pas à l'époque où il y avait un Minitel, mais simplement à peu près 10 ans plus tard que la version 5. Il y a une boîte d'initiation qui a été annoncée par Catalyst Games et repris par BBE dans sa news. Est-ce qu'elle sera en VF ou pas? C'est pas assez clair là-dessus, mais ça serait quand même assez cool d'en voir une. Un, parce que c'est quelque chose qui est assez demandé, et deux, parce que ça serait peut-être bien de faire un peu plus d'initiation au jeu de rôle dans cette boîte que dans la V5. Je m'explique. On va prendre un mot que Perenor se dira 3 fois dans cette vidéo. La boîte d'initiation Shadowrun V5 est très bonne, excellente, elle est remplie pour le prix qu'elle coûte. Honnêtement, c'est assez imposant. C'est une très bonne introduction à Shadowrun, mais c'est pas une très très bonne introduction au jeu de rôle en général. Et le travail de cut a été assez performant, assez efficace, mais ça fait beaucoup d'informations à assimiler, même avec cette boîte d'initiation. Bref, ça ajouterait un truc de plus parmi les boîtes d'initiation déjà disponibles, et ça serait plutôt cool. Globalement, c'est vrai que ça fait un peu bizarre de voir déjà une version 6 de Shadowrun. Bon, outre-Atlantique, ça fait déjà 5 ou 6 ans que la version 5 est déjà publiée, donc c'est vrai que ça fait pas mal d'écart qui peut laisser la place à une nouvelle édition. Pourquoi soudainement teaser dessus, hein? Il y a peut-être la hype autour de Cyberpunk 2077 en jeu vidéo, hein, et il se pourrait que l'éditeur
Et il se pourrait peut-être que l'éditeur créateur de Cyberpunk puisse vouloir refaire une nouvelle version du jeu de rôle, ce qui pousserait Catalyst à aller de l'avant le plus rapidement possible. Donc c'est vrai que ça fait un peu proche, mais il y a un argument de poids qui a été donné par Black Book, parce que c'est vrai que la précommande de Shadowrun Anarchy vient quasiment de terminer, enfin quelques mois après. Et bien chaque personne qui aura souscrit à cette précommande-là aura le PDF intégral des règles de la V6. Ce qui est quand même assez généreux, assez beau prince, comme dirait l'autre. Est-ce que ça sera suffisant pour donner une meilleure place à Shadowrun V6 sur le marché français que la version 5? On le saura dès que Catalyst et BBE nous dévoileront un peu plus sur ce que proposera Shadowrun V6. Et je reprends la main pour vous parler d'un jeu, et vraiment là c'est un petit coup de cœur. Pourquoi petit? Parce que ça a l'air quand même d'être un petit jeu qui propose un gameplay, quand même un univers assez serré. Je m'explique, c'est Apprenti Sorcier. Apprenti Sorcier semble être un jeu qui se propose pour l'initiation, mais également pour les joueurs chevronnés, qui voudront explorer un univers tout à fait particulier. Je m'explique. Vous avez envie de jouer un tyranneuil, ou une sorte de cyclope, ou un farfadet, ou un jeune apprenti sorcier à la solde d'un grand archimage? Vous pouvez le faire, et vos pouvoirs seront illimités dans Apprenti Sorcier. L'univers, c'est l'archimonde. C'est le monde qui a explosé, et des racines maintiennent les bouts dans une sorte de vaste éther pour qu'ils ne tombent pas. Tout ça grâce à votre maître magicien. Alors, le fonctionnement de Apprenti Sorcier, c'est quoi? Vous jouez le rôle d'un apprenti sorcier, comme son nom l'indique, au pouvoir quasiment illimité, pour aller réparer les problèmes liés à l'archimonde. Vous n'avez aucune limite au niveau de la création de vos sorts, et c'est ça qui me plaît énormément. Le problème, c'est que si c'est un fiasco lorsque vous lancez les dés, le sort, s'il est puissant, aura des conséquences extrêmement funestes. Le jeu est en financement participatif sur Game On Tabletop par Posidonia Édition et finira le 11 juillet. Ici, c'est une belle trouvaille et vraiment, je vous invite à foncer sur le livret gratuit qui est proposé pour réussir à tester le jeu sur leur site. C'est un énorme compromis entre du jeu pour les initiés qui connaissent le jeu de rôle et qui voudront simplement faire de la narration, et les jeux pour les apprentis sorciers, les apprentis rôlistes. Bref, vous avez largement de quoi trouver bonheur chez votre marchand de journaux. Mon Dieu, je viens de me rendre compte que cette référence est tellement vieille. Bon, pour la peine, regardez ce lama. Il va effacer votre mémoire dans 3 secondes. Allez, je termine cette partie avec le dernier financement proposé par Arcane Asylum sur la plateforme Ulule, la VF de Things from the Flood. Alors, Things from the Flood, c'est la suite de Tales from the Loop, mais aussi un jeu indépendant. En gros, si on le prend comme une suite, c'est le même jeu. 10 ans plus tard, tu joues plus des enfants, tu joues des ados dans les années 90. Personnages plus vieux, des enjeux un peu plus sombres, une mortalité présente dans le jeu, donc on peut vraiment se blesser, voire même mourir. Alors, en gros, si tu connais pas l'univers de Tales from the Loop et Things from the Flood, c'est assez simple. Tu vas jouer des gosses qui vont vivre leur quotidien d'un côté, donc l'école, les petites misères qu'ils peuvent y vivre, ou au contraire des moments sympas, la vie quotidienne au sein de la famille qui peut avoir des problèmes du genre payer des factures, régler un divorce, ce genre de choses. Et à côté, une base militaire complexe, laboratoire, rayée la mention inutile, chelou, située en bordure de la ville, qui fait des expériences cheloues et qui vont totalement dégrader l'environnement. Pour faire simple, très proche de Stranger Things. Encore une fois, comme dans Tales from the Loop, il y a 2 contextes. Un contexte en Suède et un contexte aux États-Unis, qui ont pour point commun de se passer dans une petite et moyenne ville. Côté système, c'est à peu près le même bousin que dans Tales from the Loop et dans Mutant Année Zéro. En gros, tu vas avoir un pool de D6 d'une couleur qui va correspondre à tes attributs, un pool de D6 d'une autre couleur qui correspondra à ta compétence que tu ajoutes, et un autre pool de D6 éventuellement, si tu as un équipement qui rentre en jeu. En gros, il faut faire au moins un 6 pour réussir l'action, dans la plupart des cas. Alors du coup, le financement est lancé depuis quelques jours au moment où on enregistre cette vidéo. Il a passé la barre des 100%, mais il ne semble pas décoller aussi bien que le premier opus de cette gamme. Alors pourquoi? C'est un peu difficile de savoir pourquoi exactement, mais il y a peut-être 2-3 trucs. Alors c'est vrai que le financement, les paliers ajoutent des cartes, des nouveaux mystères, des nouvelles couvertures, mais le supplément proposé dans les paliers est un supplément en PDF uniquement, la France des années 90, donc c'est peut-être ça qui fait que ça ralentit certaines personnes. Peut-être que des paliers sont encore à dévoiler, des paliers intermédiaires à ceux qui existent déjà. Donc peut-être que ça pourrait débloquer la situation qui ferait de ce financement un financement plus réussi. Bon, hormis ça, il n'y a pas vraiment d'inquiétude. De toute façon, Arcane Asylum éditera le livre, puisque le jeu, comme je le disais, a passé la barre des 100%, à voir ce qu'il réussira à débloquer d'autres.
Alors côté pêle-mêle pour ces jeux à venir, AK Games a enfin donné des nouvelles pour Symbaroum, Coriolis et Fragile Empire. Il y a des PDF qui ont été livrés, ils ont donné des détails sur les délais de livraison, etc. Donc enfin, ça fait plaisir à entendre. Ensuite, il y a aussi Ciel de Cuivre, qui est un jeu en financement sur Ulule, proposé par l'organisation Dunwich. C'est un financement qui réussit 2 exploits. Premièrement, celui de proposer une fiche de personnage moins lisible que celle de Numenera. Et d'avoir fixé un palier de financement à 30 000 €, en partie pour aider à financer la création de la maison d'édition. Ceci en prenant en compte que l'éditeur en question est totalement inconnu, donc c'est un financement un peu bizarre, mais on leur souhaite bien du courage pour la suite. C'est 12 singes qui proposent un crowdfunding sur Ulule qui termine le 28 mai, le livre univers Mississippi. Alors il semblerait que ce soit une réédition dans laquelle on va explorer l'univers très précis du bayou et ainsi que de la magie vaudou. Je dois dire que l'univers me semble extrêmement bien renseigné, je me suis pas mal renseigné par exemple pour l'alchimie sur la magie vaudou, mais à la base je voulais faire par exemple un quiz sur la magie vaudou, et les termes sont corrects et sont bien utilisés. Alors je suis pas un expert, mais déjà ça semble bien parti. Le seul point négatif, selon moi, ce sont les illustrations. Je colle pas du tout avec les illustrations. Elles sont belles, elles sont bien faites, mais je considère qu'ils auraient pu faire mieux. Et enfin, je vous parle de Archipélia, qui est un jeu de rôle dans lequel on joue des pirates dans un univers fantastique et qui cherche à explorer les mers. Le financement participatif traîne un peu et a du mal à commencer, et il finira le 15 mai. Et c'est désormais la fin de cette brève du terrible. mois de mai 2019. Voilà, donc si t'es dégoûté et que tu veux en savoir plus sur nous, tu peux nous suivre sur YouTube en t'abonnant et en cliquant sur la petite cloche pour recevoir une notif. Et puis on est sur les réseaux sociaux de l'internet mondial, Twitter, Facebook, Instagram. Et n'hésitez pas à commenter la vidéo, on vous répondra sans délai, ça nous fait plaisir. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Comme d'habitude, bonne soirée, bonne journée ou bonne nuit, selon l'heure à laquelle tu nous écoutes et nous regardes. À la prochaine. Allez, ciao! À défaut de répondre sans détour. Et oui, ça y est, j'ai enfin dévoilé mon vrai prénom.